l'idée de faire un truc sur l'engagement, je trouve que c'était intéressant. Il y en a plein, il y en a 5 en plus des conférences, donc il y a de quoi s'engager, oui. Oui. Merci de le rappeler. Oui. Parce que, en fait, dans la psychiatrie d'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une sorte de malaise quand on voit le printemps de la psychiatrie qui vient de se tenir avec très peu de personnes. Moi, dommage, je ne pouvais pas y aller parce que j'étais à Laragne ou à Gap dans une journée d'études organisée par des copains de la psychothérapie nationale, donc je ne pouvais pas être en même temps là, mais on voit bien que quand même les 500 personnes qui étaient là, ils étaient là, nos porte-parole à tous, et nos porte-parole à tous pour dire cette psychiatrie-là qu'on nous oblige à faire, ça ne peut pas continuer, quoi. Hein. Bon, donc on voit bien que c'est quand même quelque chose qui préoccupe beaucoup nos contemporains, ceux qui sont engagés dans la psychiatrie, qui essaient de toute leur force de faire que cette psychiatrie humaine continue. Je pense qu'assez rapidement, on sera rejoint, même si en apparence pour l'autisme, les parents ont été contre nous, on sera rejoint rapidement par les familles des malades mentaux, par les familles des enfants qui vont mal, etc., dans pas très longtemps. Parce qu'ils vont bien se rendre compte que la psychiatrie qu'on nous propose actuellement, ça c'est plutôt de l'ordre de la psychiatrie vétérinaire. Je m'appelle de Lyon, je sais de quoi je parle. Hein, bon. Donc, alors pourquoi ces vétérinaires, c'est pas parce que les gens qui le font sont des mauvaises personnes, c'est des connards comme vous et moi, hein. Faut pas chercher très loin. Mais c'est qu'ils pensent sans doute que le salut de la psychiatrie, c'est dans les neurosciences. Et les neurosciences seules. Parce que moi les neurosciences, je suis pour, hein, évidemment. Mais à condition que ça soit contenu dans quelque chose qui est une relation humaine. Donc on voit bien que quand je dis psychiatrie transférentielle, c'est précisément de ça que je veux parler. C'est de quelle psychiatrie s'agit-il ? Psychiatrie vétérinaire, c'est une psychiatrie qui serait une psychiatrie essentiellement basée sur la question biologique et avec l'idée que c'est dans le gène, dans la biologie et tout ce qui tourne autour, la physiologie, etc., que se trouve la clé de la psychiatrie, de la schizophrénie, de l'autisme et tout ça. Bon, aujourd'hui, personne ne dit qu'il n'y a aucun élément de génétique ni de neurodéveloppement dans ces affaires-là. On est tous à peu près d'accord là-dessus maintenant. Mais de dire qu'on attend ça pour soigner véritablement un schizophrène ou un autiste, c'est quand même un peu exagéré pour l'instant de prétendre ça. Et pourtant, tous ceux qui ont le pouvoir dans notre domaine sont des gens qui prétendent ça et qui en plus récoltent des sommes considérables de l'Europe, de la nation française, et des laboratoires pharmaceutiques qui sont internationaux, comme vous le savez, pour donc assumer cette position et faire passer le message doctrinal. Parce que quand même, c'est devenu une idéologie. C'est plus une théorico-pratique, au sens où je vais en reparler sûrement au cours de la soirée. Donc évidemment, on voit bien que cette psychiatrie-là, c'est plus une psychiatrie. C'est une sorte de, on pourrait dire, sous-neurologie. Parce que quand on interroge les neurologues actuels, moi j'ai des copains neuropédiatres, je leur dis alors la pédopsychiatrie, neuroscientifique, etc. Ils répondent, vous n'êtes même pas capable d'être des bons neurologues. Bon, alors, quand même, hein, c'est depuis quand même, disons, Itard et tous ceux qui ont suivi, il y a quand même eu un certain nombre de progrès de fait pour comprendre quelle est la problématique des enfants autistes, psychotiques et tous ceux qui présentent des pathologies diverses et variées. On voit bien que ce qui s'est développé, c'est, on pourrait dire, une psychopathologie. D'abord une psychopathologie assez simplexe, au XIXe siècle, avec déjà à cette époque-là l'opposition entre, disons, les partisans de Bell, 1822, découverte du rapport entre la syphilis tertiaire et la paralysie générale, vous vous rappelez tout ça de vos chères études, et puis les gens qui étaient plutôt partisans du traitement moral et de son approfondissement, ce qui a donné la psychothérapie pré-freudienne, on pourrait dire. Et puis au cours du XXe siècle, quand même beaucoup de gens ont milité pour que la psychiatrie détache un contingent qui s'occupe des enfants et fonde la pédopsychiatrie. On est à la Comédie Saint-Michel-Soulet, c'est pas pour rien quand même. Hein. Bon, voilà, c'est très, très important. Alors, on voit bien que cette psychopathologie-là, elle était transférentielle. Hein, quand les gens réfléchissent à la psychopathologie en question, qui nous a été apportée par tous ces maîtres, c'est quand même une psychopathologie qui prend ses racines dans le transfert. Mais un transfert qui, évidemment, demande à être exploré, parce que le transfert dans la névrose occidentale poids moyen, tel que Freud l'a défini, ça ne suffit pas, et de loin, pour l'autisme et pour la schizophrénie.
il y a eu à ce sujet-là des tas de confusions qui ont fait qu'évidemment, des psychanalystes ont un peu perdu de leur superbe quand ils commençaient à parler de la schizophrénie prise en charge sur le mode de la cure type, comme s'il s'agissait d'un névrosé occidental poids moyen. Ça n'a pas collé, quand même, ça. Bon. Et pour l'autisme, je ne vous raconte pas. Je fais partie des victimes collatérales, quand même. Bon. Alors, je pense qu'il y a toute une culture énorme qui s'est développée autour de la question de la psychopathologie transférentielle adaptée aux pathologies graves, archaïques, etc., mais aussi aux pathologies qui le sont moins. Les névroses, les dépressions, des éléments très importants de ce qui se passe aujourd'hui dans la souffrance psychique des enfants. On voit bien que répondre à toutes ces souffrances psychiques des enfants d'aujourd'hui, des adolescents, des adultes, des bébés, en disant en fait la solution va être biologique, on n'a pas encore trouvé tout à fait, mais on va trouver, et c'est ça qui va être la solution. Donc dégager le terrain, tout ce qui n'est pas evidence-based medicine, vous savez ce que c'est ça, bon, ce qui peut être prouvé par les raisonnements scientifiques durs, j'insiste bien parce qu'il y a une confusion évidemment en disant vous ne pouvez pas prouver ça sur le plan scientifique, mais les gens oublient que la moitié de la science c'est les sciences humaines, à côté de l'autre moitié qui est les sciences dures, la physique, les maths, etc., et que les raisonnements qui valent pour prouver les résultats de la science humaine, ce n'est pas les mêmes que ceux de la science dure. L'épistémologie est au rendez-vous de la même manière, mais la manière dont on démontre des choses avec la science dure, il faut que ça soit reproductible, etc. Enfin, vous connaissez les critères classiques. Bon, les sciences humaines, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Et on prétend nous imposer pour la psychopathologie transférentielle les arguments qui prévalent pour la physique et pour la biologie classique. Quand même, de qui se moque-t-on? Enfin, à qui s'adresse-t-on? Les gens croient qu'on est des imbéciles heureux en plus. Bon, alors... Il y a cette espèce d'idée qu'on pourrait à un moment donné arriver à une transparence du génome telle et de tout ce qui commande dans le développement et même au fond sans tenir compte de l'épigénétique, parce que l'épigénétique c'est quand même un truc, ça c'est embêtant ça, pour ceux qui disent que c'est d'origine génétique, parce que dans l'épigénétique il y a évidemment la qualité du liquide amniotique, la rencontre avec des virus, etc., mais il y a aussi la qualité de l'environnement. Il y a la densité de stress que la femme enceinte porte en elle pendant sa grossesse, etc. Bon, le stress, ça vient d'où? Du cortisol? Non, le cortisol, c'est un effet du stress. Et ça vient d'où le stress? Ça vient du fait que la femme qui est enceinte, elle se fait tabasser par son mari tous les soirs quand il rentre du boulot, et elle en a marre, elle est en état de stress permanent. Et ça a des effets sur le fœtus. C'est de la biologie, ça? Ben, c'est pas de la biologie seulement. C'est une espèce d'enchaînement polyfactoriel qui fait que le fœtus va être impacté du fait que ce sale con de mec qui se prend pour un machiste tape sur sa bonne femme qui est enceinte. C'est quand même très important de reprendre toutes ces choses-là. Quand on regarde l'histoire du DSM, je ne sais pas si vous avez lu ce livre extraordinaire de Michel Minard, Le DSM roi. Vous avez lu ça? Partez maintenant et allez l'acheter avant que la FNAC ferme, c'est très important, ça, c'est comme livre. Il appelle ça le roi parce qu'il y a DSM 1, 2, 3, enfin ils ont succédé, vous savez, par scissiparité, et puis jusqu'à 3 ça allait, mais alors 4 et 5, bon voilà, Haleine Française le 4, les nouveaux là, etc. Bon, c'est tout un problème, mais à chaque fois on nous a fait le coup dans la presse spécialisée de, bon le DSM 3 on n'a pas encore réussi, mais pour le DSM 4, soyez tranquilles, les marqueurs génétiques des maladies mentales, on les aura, donc ça sera marqué, c'est ça qui permettra de faire la classification. Bon, il y a eu 20 ans, on les a attendus, ils ne sont pas venus. Et en 2013, quand le DSM-5 est sorti, on nous a dit, vous inquiétez pas, on ne les a pas encore tout à fait, mais on les a presque, et donc là, ça va venir, et on ne les a toujours pas. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un argument de vente? C'est quoi? C'est scientifique, ça? Non, c'est pas scientifique, ça. C'est des supputations idéologiques. Bon. Alors oui, quand on décrit cette espèce de monde un peu particulier dans lequel on est, avec d'un côté des gens qui ont le pouvoir, qui ont le fric, et qui ont les médias globalement, et qui disent de façon, on pourrait se dire, fondamentale, je vise personne, de façon fondamentale, c'est les neurosciences la clé de la souffrance psychique, et qui écrivent des livres d'ailleurs qui font pleurer dans les chaumières, dans lesquels ils constatent l'état de la psychiatrie lamentable, etc., parce qu'on n'est pas assez neuroscientifique quand même. Et puis d'un autre côté, il y a les soignants qui étaient représentés le 21 mars à la place de la République et compagnie, qui viennent dire, si vous ne faites pas quelque chose pour que la psychiatrie qu'on nous impose de faire change radicalement, fondamentalement,
fondamentalement, eh bien, probablement qu'on va se retrouver dans pas très longtemps en burn-out. Sauf si le COPES continue à nous aider à réunir les militants pour gueuler contre cet état de fait absolument insurmontable. Hein. Bon, voilà, ça va. Hein. Oui, ça c'est parfait. Bon, ça me permet de ne pas faire l'introduction, donc c'est bien quand même. Hein, oui. Donc, 2, 3 comme ça, c'est et on voit bien que la question, c'est s'engager en psychiatrie, d'accord, mais s'engager pourquoi? Et c'est pour ça que j'insiste sur l'état des lieux. Parce que s'engager en psychiatrie aujourd'hui, quand on est un jeune psychologue fraîchement émoulu de la fac, ou un jeune infirmier fraîchement émoulu des instituts de formation, ou un jeune Jedi de la psychiatrie qui va s'engager en psychiatrie, en pédopsychiatrie par exemple, il n'y en a plus beaucoup. Hein. Vous savez que la moitié des postes vacants, hein, n'est-ce pas Martin? La moitié des postes vacants de PH de pédopsychiatrie vacants en France. Hein. C'est quand même un vrai scandale absolu, ce truc-là. Personne n'en parle, tout le monde s'en fout. Les directeurs d'hôpitaux se disent autant de gagner pour les budgets, etc. de l'hôpital. Enfin, n'importe quoi, vraiment. Bon. Et puis en plus, avec la réforme qu'on va nous proposer, là, grâce à la mère Buzyn, ça ne va pas s'arranger du côté des PH, hein, je peux vous dire. Hein. Le statut va être cassé de façon tout à fait incroyable. Eh bien, tous ces gens qui s'engagent dans la psychiatrie aujourd'hui, ils s'engagent en disant... c'est vraiment passionnant la psychiatrie, hein. Monsieur le docteur de Lyon. Je viens de faire un stage de 6 mois dans le service de pédopsychiatrie. C'est vraiment passionnant. J'aurais vraiment, alors c'est là que ça commence à se corser, j'aurais vraiment eu envie de faire ce métier. Il y a 20 ans, il disait « j'ai vraiment envie de faire ce métier » et les gens s'engageaient et puis après, bon, ils se fatiguaient vite, mais enfin, ils tenaient le coup, ils restaient quand même, hein. Mais maintenant, j'aurais vraiment eu envie de faire ce métier, mais, ouvrez les guillemets, alors il y a plusieurs arguments qui sont sortis par les jeunes internes, par exemple, c'est, bon, j'ai bien vu la manière dont les médias considèrent la pédopsychiatrie, hein, quand même. Quand ils parlent de vous pour l'autisme, bon, bonjour, hein, vous devez quand même être courageux hein, de supporter tout ça, hein, bon. Et ils sont presque au bord des larmes avec moi et ils me tendent un mouchoir, bah oui, une solidarité quand même intergénérationnelle sympa, bon. Enfin, ça ne suffit pas, parce qu'ils foutent le camp. Donc, deuxième argument avec les autistes, l'argument, les enfants qui sont placés à l'aide sociale à l'enfance. Les gens qui sont placés à l'aide sociale à l'enfance. Alors là, mais les internes sont effondrés de voir ce qu'il faut déployer comme travail pour avoir l'autorisation de soigner ne serait-ce qu'un tout petit peu un enfant qui par ailleurs était incesté, battu dans sa famille, etc. et que le juge des fois a placé dans sa famille pour qu'il y soit surveillé par une mesure d'aide sociale ou de choses comme ça, bon, d'aide éducative. Bon. Donc les mecs sont effarés. Et puis après, on leur dit, mais vous savez, vous allez pouvoir assister à des consultations, etc. Oui, mais vous avez vu la liste d'attente, c'est 1 an d'attente pour un rendez-vous. Hein, donc les mecs disent, bon, c'était vraiment sympa, j'aurais eu envie de faire de la pédopsychiatrie, mais enfin bon, vous comprenez, moi, je vais retourner faire de la psychiatrie d'adulte, là au moins on sait où on va. Hein, bon. Alors c'est un vrai problème, parce que l'engagement hein, sur lequel nous, quand on était jeunes Jedi avec Bernard, que je viens de voir arriver, eh bien, on s'est engagé là-dedans, mais enfin... C'était une religion laïque, quoi. C'était pas religieux, hein. Bon, moi j'étais chez Jésuite, c'est vrai, mais enfin, pas toi, hein. Bon, oui. Et donc, on s'engageait là-dedans parce que, bon, on avait une sorte de militance et d'univers qui se déployait devant nous au fur et à mesure qu'on avançait. Les administrations n'étaient pas du tout les équivalentes d'aujourd'hui. Il n'y avait pas ces questions de management complètement ridicules qui fonctionnent actuellement. Il y avait des administrations qui connaissaient que dalle à la psychiatrie, qui disaient « ouais, c'est bien ce que vous faites, hein. » Bon, voilà, en gros. Hein. On faisait pleurer un peu les dames patronesses et il y avait du fric pour les enfants. Bon. Maintenant, tout ça, c'est devenu l'objet d'un contrôle et de manipulation incessante. Et les engagements des soignants en psychiatrie et en pédopsychiatrie notamment sont devenus extrêmement fragilisés par le fait qu'on est sous contrôle. On est sous contrôle. Orwell a gagné la partie. Hein, et comme il a gagné la partie contre Staline, il ne s'est pas rendu compte qu'en fait le monde qu'il décrivait, c'était un monde post-stalinien. Parce que le contrôle actuel dont il est question, c'est un contrôle stalinien. Hein, c'est la mort des gens qui est en jeu là, hein, quand même. Alors voilà, donc il y a une sorte de nécessité de réfléchir à nouveau sur de quoi est-il question quand on accueille la souffrance psychique des enfants, des adolescents, des bébés, des adultes. Alors c'est là que je propose la parabole suivante, dans une sorte de science-fiction à 2 balles.
Vous êtes là, dans votre rue, vous marchez dans la rue, vous rencontrez un type sur le trottoir qui gesticule de façon un peu étonnante, qui crie vers le ciel des choses un peu inhabituelles. Le réflexe que vous avez en tant que citoyen, je ne parle pas en tant que psychiatre ou en tant que soignant, c'est vous changer de trottoir parce que vous dites quand même celui-là, il est franchement starbé et il va m'arriver des pépins avec lui, hein, donc je change de trottoir. Donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a des signes qui sont en provenance de cette personne, qui sont des signes que je propose d'appeler objets volants non identifiés. Hein, ça vous rappelle quelque chose, ça, hein, bon. Ces objets volants non identifiés, la psychopathologie transférentielle nous a aidés à les identifier. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'objets qui viennent de ce patient, qui sont les signes de sa souffrance psychique. Et les signes de sa souffrance psychique sont de différents ordres. Les signes névrotiques, bon, on connaît, classiques. Mais les signes qui viennent de chez les enfants autistes, et les signes qui viennent de chez les enfants psychotiques, que je continue à appeler psychotiques, quoi qu'en disent tous ces connards du DSM, eh bien, c'est quelque chose qui est spécifique à leur psychopathologie. Ils émettent, j'en reparlerai pour les autistes, ce que j'appelle des adhésiles, c'est-à-dire des objets volants qu'on identifie comme adhésiles, hein, c'est-à-dire sans doute des objets qui sont en rapport avec les mécanismes prévalents dans leur pensée en train de se construire, mais de façon douloureuse, qu'est notamment l'identification adhésive pathologique dont vous avez entendu parler. Et puis les enfants psychotiques, c'est ça qui les différencie essentiellement au sens étymologique des enfants autistes, des projectiles, hein, c'est-à-dire des objets volants identifiés sous la forme de objets psychotiques projetés par l'enfant et par l'adulte schizophrène d'ailleurs à celui qu'il rencontre, à qui il émet des signes pour lui dire « écoutez, je souffre, mais je ne sais pas comment vous le dire et vous le faire savoir ». Et j'aimerais bien qu'au lieu de changer de trottoir, vous restiez sur le même trottoir, que vous veniez à ma rencontre et que vous accueilliez la souffrance dont je suis porteur. Et pour l'instant, je n'ai pas rencontré grand monde avec qui le partager. Et on voit bien que là, la question de l'engagement prend tout son sens. Est-ce qu'on change de trottoir ou est-ce qu'on ne change pas de trottoir? Est-ce que dans un service, quelqu'un qui est agressif, on change de trottoir ou on ne change pas de trottoir? Il est agressif, qu'est-ce que je fais? Je me dis, cette agressivité qu'il déploie dans la rencontre avec moi ou avec mes collègues, est-ce que c'est un signe qui veut dire qu'il est hyper angoissé et qu'il ne sait pas comment, parce qu'il a déjà demandé à plein de personnes de l'aider à sortir de l'angoisse et que pour l'instant personne n'a répondu et qu'il devient agressif parce qu'il ne sait pas quoi foutre de son angoisse et qu'à ce moment-là je lui tends la main pour essayer qu'on en fasse quelque chose ensemble, ou est-ce que je change de trottoir dans le service et que je dis l'agressivité, ça me rappelle un protocole que j'ai lu, affiché sur le mur du bureau d'entrée, protocole de contention. Vous avez entendu parler de ça, non? Vous avez entendu parler de ça, oui. Contention, oui. Contention, vous voyez, contention, oui. C'est quand on n'arrive pas à faire de la contenance. Hein, la contention, c'est un truc de la psychiatrie moderne, vétérinaire. On les attache quand on ne peut pas les contenir psychiquement et corporo-psychiquement, comme dirait Joyce McDougall. Donc, vous voyez, changer de trottoir, hein, en tant que citoyen devenu psychiste, c'est quand même une attitude qui finalement se rencontre ces derniers temps quand même assez souvent. Vous avez remarqué. Il y a un livre de Najman qui est sorti il y a quelque temps, là, qui fait le point sur les contentions en France et qui montre que ça augmente de façon exponentielle, au fur et à mesure que la psychopathologie transférentielle se casse la gueule de façon exponentielle, elle aussi. Et la courbe en X dont tout le monde rêve, ben dans ce cas-là, moi je rêve pas, hein, je fais des cauchemars là. Hein, je fais remarquer d'ailleurs à ce propos qu'il y a un phénomène très très intéressant à analyser. Il faudrait que beaucoup de gens s'y mettent du côté des sociologues, du côté des historiens, du côté des psychanalystes et des psychiatres. Quand en 1952, Philippe Paumel, le créateur du 13e arrondissement, la Mecque de la psychiatrie de secteur française, passe sa thèse. Vous savez sur quoi il passe sa thèse? Il passe sa thèse sur les contentions en psychiatrie. C'est très important de relire ça. Parce que j'ai un copain qui était prof à l'école de Rennes, à l'école de la santé, hein, qui a fait reparaître la thèse de Paumel. Je pense que les mecs n'ont pas réalisé ce qu'ils étaient en train de rééditer. Hein. Ils ont réédité la thèse de Paumel qui est sur les contentions en psychiatrie il y a quelques années, sans se rendre compte qu'aujourd'hui est en train de se vérifier exactement ce qu'il avait décrit.
Alors dans la thèse de Pommel, que je vous encourage à relire, que vous trouverez sur Internet, Amazon et autres GAFA à la con, vous allez découvrir un truc dingue, c'est qu'il va étudier, et ceux qui ont connu Pommel savent que quand on dit Pommel étudie un truc, c'est pas de la petite bière, hein. C'est le mec, il étudie ça de façon systématique. Hein. Il est allé chez Toscaïès, dans son service, il a repris tous les dossiers depuis plusieurs années, et il a essayé de voir les dossiers de contention qui concernaient les patients, combien il y en avait. Eh bien, il n'y en avait pratiquement pas. Ensuite, il est allé chez Daumaison, qui était à Fleury-les-Aubrais. Ça vous dit quelque chose, ces noms-là, hein? Bon. C'est bien d'avoir un public où les noms de ces gens que j'aime beaucoup, ça leur dit quelque chose. Ah, ça, j'adore. Bon, on va s'arrêter là, ça me suffit, moi. Donc, Daumaison, il fait la même chose, il reprend les dossiers sur plusieurs années, il découvre un truc, c'est qu'il n'y a presque pas de contention. Et il analyse ça dans les dossiers des infirmiers, dans le dossier médical. Il va voir dans les placards les systèmes de contention. Il constate qu'à Saint-Alban et à Fleury-les-Aubrais, les trucs sont complètement poussiéreux. Jamais personne s'en sert. C'est dans des placards, les gens, il y en a même qui ne savent pas où c'est rendu. Et il étudie la même chose dans des services parisiens que je ne nommerai pas. Et il découvre que là, il y a beaucoup de contentions qui sont utilisées sans arrêt vis-à-vis des malades un peu agités, agressifs. Il étudie ce truc-là très en détail, il mesure tout un tas de choses, le nombre de contentions, le nombre par jour, le nombre par mois, le nombre par malade, enfin tout un truc vraiment intéressant. Et il conclut son travail sur, dans les services où on s'intéresse à l'ambiance intersubjective entre les patients et les soignants, il n'y a pas de contention. Dans les services dans lesquels cette donnée n'est pas prise en considération, on utilise la contention de façon largue à manu. Donc, c'est très important. Je dis largue à manu parce que juste après, il va y avoir largactile. Vous allez voir le truc. Hein. Bon. Ça, c'est en 52, il passe sa thèse là-dessus. Donc, il l'a préparé en 50-51. Hein. En 52-53, sort la soi-disant principale révolution de la psychiatrie, que vous connaissez, les neuroleptiques. Pour moi, ce n'est pas la principale révolution de la psychiatrie. La principale révolution de la psychiatrie, c'est la psychiatrie de secteur. Hein. Mais la révolution de la psychiatrie que mettent en valeur notamment un certain nombre de gens qui ont intérêt à ce que les laboratoires pharmaceutiques soient florissants, disent que c'est ça qui a fait la révolution dans la psychiatrie. On met les gens sous neuroleptiques et avant, ils criaient. En 52-53, les neuroleptiques, les malades ne crient plus. Et les gens font un raccourci historique en disant ils ne crient plus, donc c'est ça qui a humanisé la psychiatrie. Et ils oublient que ce qui a humanisé la psychiatrie, c'était juste avant les neuroleptiques, est-ce qu'on s'intéresse à l'ambiance intersubjective entre les patients entre eux et entre les patients et les soignants ou pas. Et quand on rapporte ça, c'est ça le plus incroyable, quand on rapporte ça aujourd'hui, les neuroleptiques sont prescrits comme jamais aujourd'hui. Les doses de neuroleptiques, les laboratoires sont florissants en diable. Eh bien, les contentions augmentent de façon exponentielle. Cherchez l'erreur. Il y a un problème, vous voyez, les neuroleptiques sont prescrits, donc c'est eux qui apportent évidemment l'apaisement intrasubjectif, qui apaisent les angoisses, qui font le travail psychothérapique tout seuls, les neuroleptiques. Hein, c'est l'avenir de la biologie. Hein, les neuroleptiques vont faire le travail psychothérapique tout seuls. Il n'y a pas besoin d'un psychothérapeute. Hein, bon. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer que, puisque les neuroleptiques font leur travail, on ait besoin maintenant autant des contentions dans les hôpitaux? Ah ouais, ça, il y a un problème là. Et bien c'est un problème qui met en évidence que ce qui s'est perdu, c'était la dimension intersubjective dans la relation thérapeutique. C'est-à-dire la forme d'engagement qui convient, me semble-t-il, pour traiter la question de la maladie mentale, aussi bien des petits que des grands. Alors voilà, il me semble que là, il y a vraiment quelque chose qui est tout à fait essentiel à bien appréhender, c'est qu'aujourd'hui, les soignants, je ne jette pas la pierre à ceux qui font des contentions parce que personnellement, pour l'avoir fait dans certaines circonstances, je sais que c'est nécessaire à certains moments. Mais ce n'est pas parce que c'est nécessaire à certains moments et dans certaines circonstances très particulières que ça doit devenir un truc généralisé sous prétexte qu'il y a un protocole qui le favorise.
Parce que vous savez bien comment ça se passe. On fait le protocole, le médecin signe, souvent le médecin d'ailleurs ne va pas voir ce qui se passe, mais enfin il signe parce qu'il a confiance dans l'infirmier, et puis on le fait signer 24 heures après, et il y a des patients qui, voir le monde de je ne sais plus quand, là, à Saint-Étienne, vont passer un mois dans les couloirs des urgences du CHU, attachés sur leur plumard. Donc c'est pas un petit phénomène qui est de rien du tout, c'est un gros truc qui est dénoncé par la défenseur des droits des personnes qui sont privées de liberté. Bon. Donc la question pour moi c'est la question de les soignants sont évidemment pris dans quelque chose qui est une sorte de on pourrait dire de compression éthique. Leur éthique leur commande de ne pas le faire sauf exceptionnellement. Et leur pratique leur intime de le faire parce que sinon, il en va de leur survie, psychique et physique. Quelquefois physique, il ne faut pas non plus déconner, il y a des fois des gens extrêmement dangereux en psychiatrie d'adultes qui font qu'on ne peut pas faire autrement. Je ne suis pas en train de dire que tout ça c'est des pratiques barbares, mais quand on le fait, la moindre des choses, c'est de rester avec le patient. Et on voit bien que les contentions aujourd'hui, ce n'est pas prévu dans le protocole ça. On va les voir tous les temps, c'est marqué par le médecin, mais il n'est pas prévu de rester avec eux. Si on fait une contention parce qu'on ne peut pas faire autrement, on reste avec eux. Ça, c'est un engagement. Alors on voit bien que, ça me rappelle une petite histoire que me racontait mon vieil ami et maître Salomon Resnick, qui lui commençait les psychothérapies des psychoses avant les neuroleptiques quand il était en Argentine, et il y avait des patients qui étaient tellement violents, il allait tous les jours pour la séance de psychothérapie de 50 minutes dans la chambre du patient qui était attaché sur son plumard. Et il me disait, c'est un travail qui était tout à fait intéressant, c'était avant les neuroleptiques. C'est un travail tout à fait intéressant. Et quand on arrivait à finir par les détacher, le travail qu'on avait fait quand ils étaient attachés était un travail qui avait vraiment beaucoup servi à ce qui allait se passer après. Donc vous voyez, c'est l'histoire de... Aujourd'hui, le soignant est sous pression, il est obligé de le faire, ça contraint son éthique et en fait, il les conduit de ce fait au burn-out. Quand on réfléchit à la vie du soignant en psychiatrie aujourd'hui, on voit qu'il est contraint dans un système dans lequel soit il est en empathie avec le patient, ce qui fait qu'on choisit notre métier. Tous ceux qui sont là travaillent en psychiatrie ou il y a d'autres? Dans le champ il y a presque tous, oui, bon. Bon, enfin voilà. Quand on travaille dans ce métier-là, c'est parce qu'on a un rapport avec notre propre masochisme qui est extrêmement équivoque et qu'il faut qu'on explore de façon minutieuse. Par exemple, en allant sur un divan régulièrement. Enfin bon, je dis ça, mais je ne veux pas faire de pub pour la psychanalyse, mais enfin bon, c'est quand même un truc qui peut servir. Bon. Et ce masochisme-là fait qu'on a envie d'aider les gens. Mais aider les gens jusqu'à un certain point qui ne va pas contre notre économie psychique qui, si elle était entamée au-delà de ce certain point, serait contre-productive pour le métier de relation d'aide qu'on veut faire. Donc, si vous êtes dans cette perspective-là, vous êtes en empathie avec les patients puisque vous avez choisi ce métier-là. Et puis il y en a un pour lequel vous dites, bon, va falloir l'attacher, je vais être obligé de l'attacher, mais c'est dingue, je supporte pas ça, donc on se débrouille au début pour ne pas être là quand il faut l'attacher, puis après on y est quand même, puis même si on l'attache pas, on voit bien que l'agressivité qu'on a envie de renvoyer à son agressivité, elle est là présente, et s'il n'y a pas des dispositifs dont je vais reparler dans le service dans lequel je travaille, je suis conduit à quelque chose qui est une bifurcation. Soit mon empathie s'émousse rapidement, je me déprime, je vais voir le médecin du travail, je me mets en arrêt, je reviens à temps partiel, je rechute, je me mets en arrêt, etc. Ça, c'est la voie burn-out classique. Soit j'élabore des stratégies qui sont déjà au point depuis que le monde existe et que les fous existent, c'est-à-dire depuis que le monde existe, c'est des stratégies d'évitement de la folie. Alors pour éviter la folie quand on est dans un service dans lequel on fait de la psychiatrie, c'est très compliqué, sauf si on trouve le moyen d'être en contact apparent avec le patient et de ne pas être en contact engagé avec lui. C'est-à-dire, oui, sourire commercial, ce qu'on appelle par ailleurs les faux selfs.
ce que j'appelle dans le livre en question, La République des faux selfs, la tendance dominante actuelle. C'est-à-dire les mecs qui passent à la télé, comme ça, et qu'est-ce qu'il est intelligent ce mec, qu'est-ce qu'il est brillant, qu'est-ce qu'il fait des choses formidables. D'ailleurs, ce qu'il nous raconte de ce qu'il fait, c'est formidable. Mais quand on va voir sur le terrain ce qu'il fait, on se rend compte que ce qu'il raconte, ce salaud, ça n'a rien à voir avec ce qu'il fait. République des faux selfs. Bon, eh bien, on peut dire que là, je fais le faux self avec le patient, c'est-à-dire que je ne suis pas dans la relation avec lui. Alors ça, c'est terrible pour le soignant, parce que sans qu'il s'en rende compte, il va aussi vers le burn-out d'un certain point de vue, ou sinon il change de métier. Ou bien dans le travail social, il change de circonscription, en croyant que dans la circonscription pour laquelle il a postulé, c'est vachement mieux que dans la sienne. Et 6 mois après, il se dit « merde, c'est encore pire ». Et donc, il redemande à muter, ce qui fait qu'il y a un turnover incroyable dans les professions actuelles de la relation d'aide. Bon. Eh bien, on voit bien que les réactions de défense que les soignants mettent en place pour ne pas être en contact avec les patients, c'est ni plus ni moins ce qui avait conduit à ce que l'asile soit un endroit mortifère. C'est-à-dire, l'autre, faux self, mais je ne suis pas là. Et si je ne suis pas là, il n'y aura pas de psychopathologie transférentielle. Alors voilà, c'est à mon avis les risques qui pendent au nez de la psychiatrie vétérinaire. Et c'est pour ça que je pensais qu'un jour, les familles vont se réveiller, les patients eux-mêmes vont se mettre à, peut-être ceux qui sont un peu mieux, et qui sont passés par là, à écrire des trucs, etc., à témoigner, pour dire aux gens, mais ça ne peut pas continuer comme ça, cette psychiatrie vétérinaire, bon sang. Alors l'autre solution, c'est celle que j'espère que vous partagez avec moi, ou que je partage avec vous, en tout cas celle que je prône, c'est la solution de l'engagement transférentiel. C'est-à-dire, je suis là avec ce patient qui ne va pas bien, qu'il soit petit, grand, enfin tous les types de patients, toutes les pathologies. C'était ça le génie de la psychiatrie de secteur, on accueille les patients qui viennent à notre rencontre et on essaie de faire avec eux un bout de chemin pour que la souffrance psychique qu'ils portaient tout seul, ils la portent avec les autres et notamment avec nous. Alors, j'accueille ce patient, mais quand j'accueille ce patient, un des signes objectifs qui doit montrer que l'accueil n'est pas un accueil en faux self, c'est qu'à la fin de l'entretien avec ce patient, il sort en se disant « Tiens, le poids de ma souffrance psychique a été divisé par 2. Je sors, j'étais comme ça, et je sors, je suis comme ça. Il y a quelque chose de mon sac à dos de souffrance psychique que j'ai filé pour moitié au type avec qui j'ai parlé. » Là, on peut dire la fonction d'accueil, c'est pas du bidon, c'est quelque chose qui marche. Et le patient a l'impression que là, il y a quelqu'un qui a accueilli au moins sa souffrance psychique. Mais accueillir la souffrance psychique de l'autre, si vous n'avez pas dans vos entours, un système qui permet que vous, à votre tour, vous puissiez en faire quelque chose qui ne soit pas seulement d'être le bon samaritain de service, ben évidemment, ça ne va pas durer plus longtemps que les formules précédentes. C'est-à-dire qu'au bout de pas très longtemps, si personne ne vous aide, vous allez dire « D'accord, j'ai fait l'accueil, j'ai la moitié du sac à dos, au suivant, la moitié de son sac à dos, au suivant, la moitié de son sac à dos. » À la fin de la journée, vous êtes écrabouillé par la pesanteur des sacs à dos. Bon. Donc, c'est très important de bien considérer que cette fonction d'accueil est articulée dialectiquement avec un dispositif institutionnel incontournable. Moi, j'appelle ça, en gros, la fonction Balint. Alors, il se trouve qu'il y a plusieurs personnes avec lesquelles je travaille en direct sur cette chose-là, qui sont là présentes. La fonction Balint, c'est quoi? C'est reprendre cette idée géniale de Balint et de sa première femme, qui avait déjà en Hongrie mis en place des groupes de généralistes dans lesquels on pouvait parler de ses difficultés avec un patient et que Balint était là, sa femme aussi, pour essayer d'aider ce généraliste à comprendre de quel type de transfert il était question. Et que si d'un seul coup il avait une envie amoureuse passagère, une envie destructrice moins passagère souvent, etc. C'était en rapport avec le type de transfert que ce patient adressait à son médecin généraliste. Et d'un seul coup, Balint a ouvert la porte au fait que le concept de transfert n'était pas réservé à la psychanalyse. Donc c'est quand même une révolution aussi très importante, cette affaire-là. Si je peux parler, dit le généraliste de Budapest, si je peux parler d'un patient que j'ai envie de foutre par la fenêtre, une fois par mois, avec un psychanalyste qui anime le groupe Balint,
ben, je me rends compte que j'accueille ce patient-là de façon très différente que si je ne peux pas en parler. Bon, on connaît tous la musique, hein, mais enfin n'empêche que dans les équipes d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'endroits où malheureusement, je le sais parce qu'on me le dit, hein, les directeurs d'hôpitaux qui sont devenus les grands Manitou de la psychiatrie, c'est plus les médecins maintenant, hein. Vous savez, dans un hôpital, c'est normal, c'est le directeur qui dit comment il faut soigner maintenant, hein. Pour l'autisme, on a vu, hein, qui est-ce qui nous a dit comment il faut soigner les autistes, hein. Bon. Le directeur dit, écoutez, vous faites des réunions comme ça, j'ai bien vu dans votre planning, parce que maintenant, il faut que tout le monde rende son planning, la transparence, hein, etc. J'ai bien vu sur vos plannings, quand même, vous passez beaucoup de temps, docteur, en réunion, hein, avec vos soignants. Là. Vous vous rendez compte, si on supprimait tous ces temps de réunion-là, vous vous rendez compte le nombre d'actes en plus que vous pourriez faire. Et d'un seul coup, si le mec ne fait pas attention, le psychiatre, c'est un travail qu'il faudrait qu'on soit sur Ritaline tout le temps, parce qu'il faut faire une attention soutenue tout le temps, hein, parce qu'il vous bricole en disant « Ah tiens, le poste que vous vouliez, je vous l'ai donné », et en même temps, si on supprimait les réunions, vous ne faites pas gaffe parce que vous êtes avec le poste qu'il vous a donné, et hop, et les réunions sont supprimées. Hein, bon. Donc il faut faire très attention tout le temps. Eh bien, on voit bien que cette équation-là, vous ferez plus d'actes si vous faites moins de réunions. C'est comme si on disait à des mecs qui sont sur la Lune, vous allez économiser de l'oxygène, on va vous le supprimer, comme ça vous allez pouvoir être plus longtemps sur la Lune. Hein. Ben, s'il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de Lune. Hein. Bon. Ça n'a pas de rapport avec le stade anal, encore que l'agressivité monte, on voit bien au fur et à mesure que je parle de ces choses-là. Bon. Alors, ça c'est très important, cette idée quand même, que le dispositif qui permet que j'accueille les trucs complètement déments, hein, les ovnis, les objets volants non identifiés du patient que j'accueille, quelle que soit sa pathologie, quel que soit son âge, quelle que soit sa manière d'être au monde. Je vais les accueillir si je suis sûr que je peux en parler quelque part avec mes collègues. Hein, donc voilà, il me semble que cette équation fondamentale, c'est ce qui conditionne la question de l'engagement. Hein. Voilà, il me semble que quelque chose comme ça. Donc, c'est là qu'il faut distinguer quand même des choses qui ne sont pas de même ordre. Il y a l'accueil d'un enfant névrosé, d'une personne névrosée occidentale poids moyen. Un type qui est formé à la psychanalyse, qui est à la psychothérapie, qui est formé aux soins, en général, on peut se débrouiller avec un névrosé. Hein. Bon, des fois, il y a des névroses hystériques absolument dingues. Bon, il y a besoin de tout un service. Des fois, il y a des obsessionnels qui sont tellement éclatés par leur toc qu'il faut beaucoup de personnes, etc. Mais globalement, une prise en charge d'un névrosé occidental poids moyen, un psychiste suffit pour se débrouiller. Et à ce moment-là, le modèle freudien s'applique parfaitement. Hein. Mais on voit bien que dans le modèle freudien, quand vous êtes en formation de psychanalyse, c'est très important de faire les supervisions pour que vous puissiez parler avec quelqu'un de ce qui se passe dans l'expérience transférentielle avec le patient. Hein. Donc, vous voyez, cette fonction tierce de la supervision est déjà présente avec la prise en charge d'un névrosé classique. Mais là où ça se complique, c'est avec les pathologies archaïques. Qui est-ce qui peut encore aujourd'hui prétendre qu'il peut soigner un schizophrène tout seul ? Ou qui peut soigner un autiste tout seul? Oui, vous êtes d'accord avec moi. Hein. Vous ne répondez pas, mais je vois bien que ça vous assomme complètement. Vous dites, soigner un schizophrène tout seul? Oh ben non. Bon, donc, d'un seul coup, se pose la question que s'est posée Toscaïès quand il venait d'être analysé par Sandor et Minder en 1934 par là, 35, et qu'il était responsable du service de psychiatrie de Peremata à Reus. Et qu'il se disait comment est-ce que je peux pouvoir appliquer la psychanalyse aux schizophrènes qui sont hospitalisés. Et il raconte cette histoire, je vous la raconte, je m'excuse pour ceux qui l'ont déjà entendue, où une personne schizophrène arrive à la conciergerie de l'hôpital de Reus. Vous savez, c'est un accent catalan à la con, c'est très difficile à comprendre. Là encore, Ritaline pour faire attention. Hein, bon. Donc, il arrive à la porte de l'hôpital et il dit au concierge « Oh, tu as une bonne tête, toi. Tu fais penser à mon père, j'allais à la pêche avec lui et c'était très intéressant. » Et il raconte des tas de choses au concierge. Et le concierge, au bout d'une demi-heure, dit « Écoutez, moi, monsieur, je suis désolé, mais je suis concierge à l'hôpital. Donc, je vais vous amener à l'infirmière qui va s'occuper de votre hospitalisation. » Donc, elle amène l'infirmière et le patient « Oh, l'infirmière, elle est jolie. C'est comme ma grand-mère. » Et alors, il raconte des trucs à l'infirmière, mais pas du tout les mêmes choses qu'elle va raconter au concierge. Bon.
Et puis l'infirmière, au bout d'une demi-heure, dit quand même, vous savez, il faut que vous voyez le psychiatre. Hein. Bon, alors, il l'amène chez le psychiatre, et à l'entrée du bureau, le patient voit la gueule du psychiatre et dit « Oh putain, ce con, je peux... » Alors là, c'est sûr, je lui dirai rien du tout, c'est vraiment une tête de nœud, celui-là, je ne veux pas lui parler. Hein. Bon, donc il rentre, il s'assoit, il ne parle pas pendant une demi-heure, et le psychiatre, à la fin de l'entretien, dit, ouvrez les guillemets, premier tiré, je suis psychiatre, je sais, donc malade catatonique à contenir. Il se contient déjà tout seul, mais en fait, bon, on va rajouter une couche, on va contenir. Et puis deuxième tiré, proposé par Tosquès, dit mais qui est-ce qui a amené le patient? C'est l'infirmière, ça avait l'air de bien parler ensemble. Là. Dites de l'infirmière, venez me voir avec moi dans mon bureau. Il disait, il venait de passer, il allait passer plusieurs années avec Franco, donc il parlait dans mon bureau. Hein. C'est mon bureau, mais bon, c'était réaménagé par les tortures qu'il avait subies. Bon. Donc l'infirmière dit, mais vous savez, moi c'est le concierge qui me l'a amené, et apparemment il a beaucoup parlé avec le concierge. Faites venir le concierge dans mon bureau. Et donc il faisait une petite réunion à trois, et à trois il se racontait des histoires sur ce qui se passait avec ce patient. Le concierge raconte son truc, l'infirmière raconte son truc, et le psychiatre raconte rien, puisque le type lui a rien dit. Et il se dit, mais pourquoi j'ai fait le tiret numéro 1 en disant catatonique à contenir? En fait, je suis passé à côté. Il a raconté des tas de choses vraiment intéressantes à ces deux personnes. Et donc, vous voyez, là, il y a une sorte d'opposition encore entre psychiatrie, vétérinaire, biologique, c'est moi le chef, je sais, les autres, rien du tout. Ou bien, les gens sont en contact avec ce patient, donc, par principe, ça m'intéresse, et je vais, avec eux, me réunir pour travailler sur qu'est-ce qui s'est passé comme expérience entre eux et lui. Et à ce moment-là, Tosquès invente le truc qui est, à mon avis, fondamental. Il donne vie à l'institution. D'un seul coup, l'institution, c'est pas l'établissement, l'hôpital qui est fait pour soigner, et puis on voit bien que dans tel hôpital, à Fleury-les-Aubrais ou à Saint-Alban, c'est comme ci, et que dans certains hôpitaux parisiens, c'est comme ça. Non, il dit, c'est pas l'hôpital qui est important, c'est ce que les hommes qui sont dans cet hôpital font. Et donc, l'institution, pour lui, c'est ça, c'est ce que les hommes font de cet hôpital pour soigner des patients. Et donc, vous voyez, d'un seul coup, il invente ce concept qui est fondamental, parce que c'est l'actualité de la psychothérapie fonctionnelle, le concept de constellation transférentielle. Et la constellation transférentielle a ce site particulier qui réunit les gens qui sont en contact avec le patient, qu'ils soient petits, grands, adolescents, bébés, ça marche à tous les coups. Et dans cette réunion de constellation transférentielle, ce qui est essentiel, c'est que les gens puissent parler authentiquement de leur expérience. Alors, on pourrait dire transféro-contre-transférentiel, on pourrait dire double transférentiel, on pourrait dire transférentiel, c'est-à-dire transfert du soignant sur le patient, parce que ça existe aussi, hein, on ne veut pas trop en parler, mais à mon avis c'est tout à fait clair. Cette expérience-là, est-ce que je peux en parler authentiquement dans le lieu de la réunion de la constellation? Et on voit bien qu'à ce moment-là, si je peux en parler authentiquement, ça va avoir comme implication immédiate, je parle authentiquement de ce qui s'est passé comme expérience entre le concierge et le patient, je raconte ce qui s'est passé, je suis amené à me poser cette question fondamentale du soignant d'aujourd'hui, est-ce que je raconte quelque chose pour faire plaisir à mon cadre, pour avoir une bonne note, pour ne pas être emmerdé, ou est-ce que je raconte authentiquement ce qui s'est passé? Est-ce que ce qui s'est passé, ça peut être quelque chose d'extrêmement désagréable, désobligeant, négatif, anti-productif, etc., etc. Par exemple, cet enfant, si ça continue, je le fous par la fenêtre, dit un soignant dans une réunion de constellation. Et on voit bien qu'à ce moment-là, si les autres prennent ces éléments cliniques transférentiels au sérieux, c'est-à-dire avec respect, il ne s'agit pas de pas rigoler, hein, au contraire, il faut rigoler, mais avec respect, d'un seul coup, dans leur psyché à eux, qui a une autre expérience avec le même patient, ils se disent « Tiens, je n'avais pas du tout envisagé ce patient sous ce point de vue ». Et le simple fait que je quitte la position, disons, managériale classique, c'est le point de vue du plus gradé qui compte. Le psychiatre, il sait ce qu'il dit et c'est lui qui a raison. D'un seul coup, on se retrouve dans une autre position qui est « Chaque point de vue compte et les autres points de vue vont modifier le point de vue que j'ai, moi tout seul, sur ce patient. » Et quand je sors de la réunion, que je rencontre le patient, il voit très bien dans votre tronche, ça c'est l'expérience de Stanton et Schwartz, qui a été racontée par Acamier 50 fois,
il voit très bien dans votre regard que vous n'êtes plus dans la même perspective que vous aviez quand vous l'avez vu avant la réunion, puisque vous avez dans votre regard contenu le regard des autres avec lesquels vous avez parlé. Et à ce moment-là, ce patient se sent contenu par ce regard multiple, et d'un certain point de vue, vous avez à plusieurs traité quelque chose que le patient tout seul ne peut pas traiter, son clivage interne. Alors on voit bien que, vous voyez, c'est un exemple que je donne là pour dire l'engagement dans la relation, il ne suffit pas d'en faire un principe, hein, comme nous font les managers actuellement. Quand même, vous avez vu votre salaire, hein, engagez-vous. Hein. Bon, enfin, on croirait les guerres napoléoniennes, quoi. Enfin, ça ne va pas, non? On va mettre en place des dispositifs qui vont vous permettre de vous engager si vous le pensez possible. Parce que c'est très important aussi que les gens aient la liberté de. Hein, c'est-à-dire, il y a des positions de résistance à l'engagement qui sont tout à fait importantes à respecter. Hein, je ne m'engage pas tout de suite dès que j'arrive en me disant « ouais, tout feu, tout flamme, je suis pour l'engagement, allons-y ». Attention, il y a des fois où il vaut mieux pas trop s'engager. Hein, bon. Donc tout ça est un objet de travail qu'il faut soumettre au travail collectif dans la réunion de constellation transférentielle. Et il me semble que là, on a une sorte de possibilité de réfléchir à tout ce qui se passe aujourd'hui dans la psychiatrie, non pas de façon désespérante, en disant « oh là là, horrible, psychiatrie vétérinaire, etc. » C'est horrible ce qui nous arrive, mais de façon au contraire, en s'appuyant sur des dispositifs possibles à mettre en œuvre. Et alors je vais assez loin dans cette direction-là pour dire à tous les gens qui sont dans des services tyranniques, parce qu'il y en a quand même beaucoup trop, quand vous êtes au moins 3 dans un service tyrannique ta mère évidemment, hein, bon, eh bien faites de façon clandestine des réunions de constellation transférentielle. Et vous découvrirez à ce moment-là que ce qui vous semblait impossible à tenir sur le plan éthique prend une toute autre dimension du simple fait que vous pouvez en parler, même si c'est dans la cave. Et c'est quelque chose qui, à mon avis, a une grande importance aujourd'hui, dans la période dans laquelle on s'engage. Parce qu'on voit bien que les forces psychiatriques un peu vives, qui font que la psychiatrie, on pourrait dire transférentielle, continue à exister, sont quand même en train de prendre des coups dans le museau qui sont très importants. Hein. Et on voit bien que la tentation, on pourrait dire presque de la dépression, hein, qui est quand même un choix qu'on fait. Hein. Je choisis de me déprimer, hein. Ou alors je choisis de résister pour ne pas me déprimer, et à ce moment-là, je lutte contre la dépression en résistant. Eh bien, ce choix-là, il peut ne pas être trop destructeur pour la psychiatrie d'aujourd'hui, dans la mesure où chacun de ceux qui conservent en eux cette idée qu'on peut quand même faire quelque chose à plusieurs, eh bien, c'est le temps que passent les gros nuages noirs. Parce que dans pas très longtemps, enfin, je me situe là en quelques générations, hein, dans quelques temps, c'est comme pour le sevrage de l'allaitement, ça. Il ne faut jamais dire la date à laquelle le sevrage a lieu, c'est les mamans se débrouillent. Bon, et bien là, pareil, oui, débrouillez-vous. Hein, oui. Ça va arriver de toute façon. Vous aurez mis au tabernacle les valeurs importantes de la psychopathologie transférentielle. Et dès que le temps va un peu s'améliorer, eh bien, ça va évidemment refleurir ces choses-là. Et je crois qu'à ce moment-là, on mesure bien que l'engagement, en fait, c'est une attitude éthique de base, et que quand on s'est engagé, quand c'était favorable, eh ben, on a bien fait de le faire, mais que quand on s'engage en période défavorable, eh ben, on fait aussi bien de le faire. Et que plutôt que de se déprimer, moi je trouve qu'il vaut mieux toujours s'engager. Voilà, je vous remercie de votre attention.